dernière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. J'ai oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Nous sommes bientôt à la fin du mois d'août et les biathlètes ont repris le chemin de la compétition, ont filé les premiers dossards de cet été. Il y a quelques jours s'est couru le Blink Festival à Sandnes en Norvège. Actuellement a démarré ce vendredi les championnats de Suède à Östersund. La semaine prochaine, il y aura les mondiaux de repolling et début septembre, il y aura le Martin Fourcade Nordic Festival, la 3e édition à Annecy. Et donc d'ailleurs, notre invité a participé il y a quelques semaines, je l'ai dit, au Blink Festival à Sandnes. Elle était avec l'équipe de France pour un stage et donc elle en a profité pour monter tranquillement, sereinement la montée du Lisboton. On va nous en parler un petit peu. Elle est membre de l'équipe de France A cet été. L'an dernier, elle a terminé 8e de l'IBU Cup, elle a notamment remporté 2 victoires et le petit globe du sprint. C'est Caroline Colombo qui est avec nous. Salut Caroline. Salut, bonjour à tous. Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Ouais, super, merci d'avoir accepté notre invitation Caroline. Ça nous fait extrêmement plaisir de t'avoir avec nous, de pouvoir discuter avec toi sur cette prochaine heure. On a beaucoup de questions à te poser et elle en a plein à te poser, c'est Marine. Salut Marine. Salut Romain, écoute, je suis ravie d'être avec toi et qu'on puisse passer un peu de temps à discuter avec on a plein de questions à lui poser. Ah oui, t'en as plein, tu n'as pas arrêté, on a dû faire un choix de s'arrêter parce que sinon on était on en avait pour 24 heures, je crois, avec Caroline, donc mais t'inquiète pas, Caroline, on a fait un tri. Normalement, ça devrait pas durer non plus une éternité, mais généralement quand même, voilà, ça dure un peu, mais voilà, on essaye quand même de pas trop vous garder avec nous. Il y a l'entraînement qui suit son cours actuellement, Caroline. Ouais, non, mais pas de souci, avec plaisir, je répondrai, et puis ça prendra le temps que ça prendra, aucun problème. Ok, mais alors justement, je vais vous dévoiler un peu le programme de ce podcast, de cet épisode. On va donc parler de ta dernière saison, où donc je l'ai dit, tu as terminé 8e du Général IBU Cup. On va revenir aussi sur ta intersaison. Tu fais partie donc du groupe A, aussi avec un nouveau coach, Cyril Burdet. On va également se projeter sur la prochaine saison avec évidemment venir on espère pour toi une saison complète sur la Coupe du Monde et une participation aux mondiaux d'Oberhof et aussi on va te poser quelques questions personnelles pour que nos auditeurs apprennent à te connaître un peu mieux et on terminera aussi comme toujours par un petit jeu orchestré par Marine qui met au défi tous les athlètes qui y passent. Certains y trépassent, mais on espère que pour toi ça se passera pour le mieux. Caroline, on n'en doute pas. Bon, ça va Caroline, le programme te plaît? Ouais, ça me va. Ok, bon on perd pas de temps, c'est parti, jingle. Bon Caroline, donc on va débuter par parler donc de ta dernière saison. Alors je l'ai dit, tu as terminé 8e du Général IBU Cup. Tu as donc couru sur le circuit B, donc une longue partie de ta dernière saison, donc de janvier à mars. Alors la première étape aussi fin novembre, c'était à Hydre, je crois, où tu as d'ailleurs gagné ta sélection pour la Coupe du Monde sur le mois de décembre. Mais malheureusement, ça s'est pas aussi bien passé que tu l'aurais voulu sur le circuit A. Maintenant, avec du recul, à froid, comment tu analyses ta dernière saison? Je dirais irrégulière. Irrégulière, c'est à peu près le mot parce que vraiment il y a eu des très belles performances, mais aussi des très mauvaises. J'étais absolument pas une athlète fiable pendant la saison dernière. C'est vrai qu'elle a bien commencé dès le début avec 2 podiums à Idre en Suède, ce qui m'ont permis d'obtenir mon podium sur les premières coupes du monde ensuite.
Voilà, c'est une mauvaise étape à Östersund. Ensuite, je fais une 20e place, 21e place à Orfilsen, donc j'étais contente. Et puis au Grand Bornand, je suis tombée malade. J'ai couru avec 39 de fièvre. Et du coup, c'était compliqué de performer, c'était compliqué de confirmer aussi ma 21e place d'Orfilsen. Et logiquement, en fait, je suis redescendue après sur le circuit Buck Up. Et ça a été compliqué après de remonter justement en Coupe du Monde, surtout avec la période olympique. Mais voilà, au moins j'ai fait pas mal de courses et j'ai acquis pas mal d'expérience aussi pendant toute la 2 et 3e partie de saison. Mhm. Et c'est pas des regrets, c'est quelque chose où voilà, c'est de l'expérience, c'est enrichissant. Et puis voilà, ça m'a permis de faire des courses aussi parce que ça aurait été pas le cas si j'avais été au jeu en tant que remplaçante. Et j'essaye de voir le positif en fait sur ces irrégularités et de prendre le bénéfice pour les prochaines saisons. Ouais, même si tu n'as pas évolué à 100% sur la Coupe du Monde, ce n'est pas une saison totalement décevante pour ta part. Voilà, tu vois pas que la déception à travers cette saison. Non, j'essayais vraiment j'essaye de différencier les performances et les résultats. Et on va dire que les résultats ont pas été bons, hein, clairement, avec un petit peu de frustration par rapport à tout ça, mais en tout cas, les performances, si on regarde en elles-mêmes, des bons temps de ski, de la régularité. En tir, c'était irrégulier, mais par contre, il y avait des belles choses et des choses qui vont vraiment me servir pour la suite, pour les prochaines saisons. Et j'ai envie de regarder le positif pour m'aider à continuer et à continuer et surtout à me relancer sur cette nouvelle préparation et je pense que c'est important parce que si on voit que le négatif c'est compliqué de retourner s'entraîner au mois d'avril et du coup je suis très très vite passée à autre chose et garder le positif sur cette dernière saison. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que tes 2 derniers hivers se ressemblent? Parce que finalement, il y a un début en Coupe du Monde. Alors peut-être qu'il a été plus long quand même. Ta période de Coupe du Monde a été plus longue sur la saison 2020-2021. Mais après une fin quand même en IBU Cup, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre ces 2 derniers hivers? Ouais, si. C'est très ressemblable, hein. C'est très semblable. Et en fait, c'est tout le temps un petit peu cette place de 6e place qui s'en va par rapport à l'an dernier. Il y a 2 ans, c'était sur les championnats du monde. L'an dernier, c'était sur les Jeux Olympiques. Et c'est ça en fait, c'est ça d'être un petit peu la 6-7e roue du carrosse, on va dire. Un gros carrosse, hein. Un gros carrosse, quoi. Et c'est ce qui m'a un petit peu perturbée pour faire des saisons pleines en Coupe du Monde. Après, il faut aller la chercher et puis il faut aller se placer un petit peu mieux pour pouvoir avoir sa place sur tout l'hiver, quoi. Ouais, tu parlais donc de d'irrégularité. On peut l'apercevoir surtout au niveau de ton tir, hein, cette irrégularité. Tu l'expliquerais comment, au niveau peut-être un problème de confiance en soi, ou même tu parlais là de 6e place, du fort enjeu qui peut te stresser derrière ta carabine, ça un peu de tout peut-être finalement qui fait que tu peux rencontrer des difficultés. Oui, exactement. Hein. C'est de la fébrilité, on va dire, qui vient avec un manque de confiance. J'ai toujours dit en fait avant qu'il n'y avait pas besoin de confiance pour tirer parce que c'était technique et qu'il y avait si t'appliquais la bonne recette de cuisine, on va dire, du tir, la confiance elle rentrait pas en jeu. Et en fait sur les 2 derniers hivers, je me suis rendu compte qu'il y avait l'ingrédient confiance, il était quand même important dans la recette. Oui, c'est ça, c'est un peu de confiance, de la pression que je me mets toute seule, en fait, clairement, hein, que je me suis mise toute seule parce que j'ai vraiment envie de parler au passé. Et puis après, ça ajoute des petites tensions dans les épaules, dans la carabine. Et puis ça empêche d'avoir du recul, c'était un petit peu tout ça qui s'est mélangé un petit peu dans ma tête et j'ai pas réussi à faire le tri au bon moment et à me concentrer uniquement sur les choses qui étaient essentielles pour bien tirer parce que au final il y en a pas 1000 non plus, il y en a quelques-unes qui sont importantes pour moi et je les avais un petit peu perdues les 2 derniers hivers,
Mais en tout cas, voilà, j'ai bien noté ce qui avait pas marché, j'ai bien connoté ce qui allait marcher et j'ai envie de rectifier ça dès l'hiver prochain. Et d'ailleurs, pour rectifier ça, est-ce que tu as une sorte de préparation mentale? Est-ce que tu suis quelque chose, même avant une course par exemple, je sais pas, écouter de la musique aussi, ou est-ce que par exemple tu as une psychologue aussi? On sait que certains Ouais. athlètes le font, hein, comme on a entendu avec Emilia Jacquelin et Julia Simon qui ont une coach, enfin c'est Marie-Laure Brunet, hein, je crois, qu'ils ont. Est-ce que toi tu as Ouais. quelqu'un justement Ouais, moi aussi j'ai un préparateur mental. Ouais. J'ai d'ailleurs changé cette année. J'avais vraiment envie de marquer une fracture en fait entre la saison dernière et cette saison. Ok. De vraiment changer des choses pour maintenant je sais ce qui me convient, maintenant je sais ce que je veux aller chercher pour performer et par contre je voulais pas rester dans la même dynamique, je voulais vraiment changer de marquer une fracture pour me dire bah là c'est plus la même Caro qui est fébrile derrière la carabine, celle-ci je vais être beaucoup plus confiante, beaucoup plus entreprenante et du coup oui j'ai changé de préparateur mental. Ensuite pour les rituels j'essaye justement de plus en avoir parce que je veux plus m'enfermer dans des choses qui sont inutiles en fait. Ouais. J'avais là en me disant est-ce que le karma va marcher ou quoi, en fait on s'en fiche, je crois que Tu mettais ça marche. la chaussette C'est gauche ça. avant la chaussette droite, c'est ça? Non, la Non. droite avant la gauche. Ah là là. J'avais les sous-vêtements du sprint de Oula, non, oui. non. Et en fait, c'est des choses qui sont vraiment inutiles, qui sont futiles. Ça rentre pas dans la recette de la réussite, ça. C'est du saupoudrage et c'est pas important. Et voilà. Donc j'ai enlevé tout ça. Ok. Et bah justement, donc là tu dis que c'est intéressant que tu as capitalisé sur ce cycle qui vient de s'écouler et que là tu connais ce qui peut te faire marcher et évoluer de manière plus sereine c'est un nouveau cycle. On sent vraiment cette idée de fracture et de renouveau. Ouais, complet. En fait, je pense peut-être qu'on reviendra dessus, mais je me suis blessée il y a 4 ans et je m'étais dit, bon, bah là, tu te mets 4 ans dans une optique olympique. Et là, je suis arrivée au mois d'avril sans avoir réussi à aller au jeu. Et du coup, fallait repartir. Et il a fallu, enfin, la motivation, elle était là, mais il fallait que ce soit dirigé, il fallait que ce soit organisé. Et du coup, j'ai vraiment voulu, au mois d'avril, vraiment me poser les choses et puis repartir en enlevant tout ce qui servait à rien, tout le gras autour de l'os et puis garder l'essentiel et plus me perdre sur des choses qui sont complètement inutiles, qui m'ont vraiment porté préjudice les années précédentes et garder l'essentiel pour être performante et puis devenir fiable au fil des courses, quoi. D'accord. Et Ouais. justement, donc tu parles des Jeux Olympiques, donc tu es quand même monté tout le mois de décembre sur la Coupe du Monde. Est-ce que à ce moment-là, tu t'es dit oui, les JO, ça y est, je le mets dans mes objectifs, le fait de ne pas y aller, même si c'était en tant que remplaçante, ça a été une grosse déception, quelque chose de difficile à digérer? Non, ça n'a pas été forcément quelque chose de difficile à digérer parce que j'ai vite compris que j'irais pas en tant que titulaire et si j'y allais, c'était en tant que remplaçante. Je crois que l'ambiance Covid, l'ambiance des Jeux, l'ambiance de la Chine aurait perturbé ce rêve olympique que j'avais. Mm-hmm. Ouais. Et que je me suis j'ai très très vite switché. Enfin, ça m'a vraiment pas, à aucun moment quand la sélection est sortie, d'ailleurs, elle était plutôt naturelle, on l'a vite compris, mais à aucun moment je me suis dit, ouais, t'as loupé quelque chose. Enfin, c'est peut-être bête, mais j'ai vraiment très très vite switcher dans ma tête et me dire mais avoir le positif, bah écoute, tant mieux, tu vas aller faire plein de courses en IBU Cup, tu vas prendre plein d'expérience, tu vas pouvoir courir, tu vas t'éviter un voyage en Chine à être tu vas t'éviter des tests PCR aussi. Et voilà, il fallait trouver le positif et ça a été assez rapide dans ma tête et aucun regret. Alors oui, j'aurais eu des regrets si parce que si, j'avais plus des regrets de pas avoir réussi à obtenir une éventuelle place de titulaire
mais j'ai été très très loin des 4 filles, donc au niveau du niveau, donc j'ai pas eu de soucis. Enfin, les places elles étaient chères et les filles les ont très bien méritées et je crois qu'on était loin derrière avant d'y prétendre. Si c'était Milan Cortina, par contre, l'an dernier, enfin en février, la déception aurait peut-être été un peu plus grande, par contre. Ouais, par contre, je pense que elle aurait été plus grande. Milan Cortina, l'ambiance des jeux, sans le Covid et tout, je pense que là, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Il y a le temps. Exactement. Ouais. Et du coup, donc bon, c'est vrai qu'on en avait déjà un petit peu parlé ensemble, mais la sélection, quand elle était sortie l'année dernière et qu'il y avait seulement 5 filles, au final, tu l'avais également digéré rapidement ou plus ou moins quand même. Ça a été un choc? Si je me souviens bien, ça a été... On s'en doutait un petit peu, je m'en doutais un petit peu parce que y a tout, même si c'est des sélections, il y a toujours des petits sons de cloche qu'on entend un petit peu à la fin de la saison. Mais attendez, après je voulais pas repartir sur une préparation avec des regrets ou en me disant je suis dégoûtée ou quoi. Il y a des choses qui sont faites, on peut pas revenir dessus. Ça sert à rien de se poser la question si c'est juste ou si c'est injuste ou quoi. Il faut faire avec ce qu'on a. Je pense que de manière générale, c'est ce qui est le plus important pour avancer. Et puis voilà. Alors c'est sûr que je connais le groupe E, je connais le groupe A. Je sais à quel point c'est plus facile de progresser quand il y a un noyau dur avec des filles qui sont vraiment plus performantes. Hein. On fait quand même pas le même boulot en A qu'en B, hein, même si tout est mis en place avec Baptiste Détieux et Julien Robert, mais voilà, après j'ai organisé un petit peu toute ma préparation avec des stages perso, etc., pour justement pas m'endormir, pour pas rester dans le côté un peu plus jeune des B. Et je pense que la préparation l'an dernier a été bonne, hein, c'est pas ça qui m'a porté préjudice sur l'hiver dernier. Et non, après voilà, c'est sûr que j'aurais aimé l'an dernier m'entraîner avec Léa, surtout qu'il y avait cette émulation un petit peu olympique qui m'aurait peut-être aidé. Après voilà, je m'impose de pas avoir de regrets dans ma vie et ça ça en était pas un. Ouais. Mais justement, je crois que l'an dernier avec les B, tu t'entraînais souvent avec les garçons, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'allais bien avec les gars, ça se passait super bien aussi. C'est vrai que je m'entendais bien avec tout le monde, je m'entendais bien avec les gars, ça mettait aussi une autre confrontation. Et puis les discussions étaient marrantes aussi d'être avec les garçons. Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans le groupe B, hein, quand même. Dans le groupe B, ça vit bien, j'ai l'impression. Non, franchement, on vivait bien, et puis voilà, c'est sûr que c'est pas les mêmes sujets de discussion qu'avec les A, mais voilà, il y a aucun souci, j'ai plusieurs personnalités, donc je me suis très très bien intégrée avec eux. On parle moins de performance et technique dans le groupe B, non, sans doute, que dans le groupe A. Disons que c'est un petit peu plus... Non, c'est vrai, c'est un peu plus léger, mais c'est marrant, ça fait du bien. Moi, j'avais un petit peu peur au mois de mai de m'ennuyer avec les filles, et en fait pas du tout. Hein. Enfin, j'ai bien rigolé aussi l'an dernier. En plus, on avait fait quelques stages en commun avec Léa aussi, donc je me suis bien intégrée, je m'intègre bien partout, donc là-dessus, il y avait pas de souci. Elle a plusieurs personnalités, c'est Gollum en fait. J'espère qu'elle finira pas comme Gollum. Hein. C'est Paula qui disait ça de moi. Oui. Ah carrément, hein. J'ai touché une private joke apparemment. Non, pas de souci. D'accord. Bon alors, on va quand même t'appeler Caroline. Donc bon. C'est vrai qu'on a parlé pas mal des déceptions de la saison, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu de belles choses sur le circuit B. Voilà, 2 victoires sur des courses individuelles, un petit globe ramené à la maison, ça c'est quand même, je veux dire, c'est quand même très notable
Et je pense que ça a dû te faire extrêmement plaisir, d'autant que le sprint, c'est vraiment le format type en biathlon. Et on voulait savoir justement sur ta victoire sur le sprint de Nové Mesto. On sait que tu avais décidé de prendre ta carabine de réserve ce jour-là. Est-ce que c'était un coup de tête? Comment ça s'est passé, cette décision? Ouais, c'était justement, en fait, c'était pour marquer côté un petit peu fracture qui revient encore. Mais si j'ai enchaîné les mauvaises performances, il y avait un truc qui allait pas. C'était dans ma tête, hein, c'était absolument pas technique parce que l'entraînement ça tombait. Et puis j'avais rien à perdre en fait. Enfin, j'avais rien à perdre dans le sens où bah voilà, j'étais en IBU dans tous les cas, j'allais pas au jeu dans tous les cas. J'avais juste envie de me faire plaisir et puis de changer un peu et puis voilà, j'avais envie de changer un truc. Je peux pas changer de ski parce que je suis sous contrat, mais j'ai changé de carabine, j'avais ma deuxième cross et je me suis dit que ça pouvait faire du bien. Et puis au final, bah je l'ai gardé tout le long de l'hiver. Et puis ouais, c'était plus mental que technique, hein, mais voilà, après ça a bien marché. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Ouais. 40 secondes sur Gandler, Anna Gandler, l'Autrichienne. Ouais, c'était une grosse, une large victoire. Ouais, c'était une belle performance. Enfin, c'est vraiment une course que je retiens parce que c'était une course référence. Surtout qu'il y avait plus d'adversité parce qu'il y avait aussi pas mal de filles qui n'allaient pas au jeu. Enfin, je pense qui souvent normalement sont courts sur la Coupe du Monde, mais voilà, qui ont été aussi mises sur la touche par rapport aux Jeux Olympiques. Donc il y avait du niveau, il y a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont venus me voir étrangers en me disant que c'était une grosse performance et que ça valait un top fleur, top 10 en Coupe du Monde. Et du coup c'était voilà, j'avais été heureuse de cette performance et parce qu'il y avait vraiment la manière, ouais. Le seul regret, c'est qu'il n'y avait pas de poursuite le lendemain. Ouais, mais c'est souvent que ça m'arrive. Ouais. Tous les sprints que j'ai gagnés, je crois il n'y en a pas une énorme, mais je crois qu'il n'y avait pas de poursuite le lendemain. Ah oui. Cette année, c'est pas le cas en Coupe du Monde. Ouais, cette année, il y aura, ouais, c'est clair. C'est vrai que cette année, il y aura pas de sprint sans poursuite. C'est vrai qu'on enchaînera tout le temps, mais c'est plutôt pas mal, je trouve. Je crois que vous connaissez mieux le programme que moi. Ouais, on l'a déjà épluché depuis qu'il est sorti en fin mars, donc ouais, c'est vrai que déjà, on est au taquet, nous, déjà. Tant mieux. non, mais ouais, voilà, pour cette dernière saison, et donc en cette intersaison, l'an dernier tu étais dans le groupe B, donc pour l'été, la préparation, et cette année tu es donc de retour dans le groupe A. Bon, du soulagement quand même, j'imagine. Ouais, soulagé parce que c'était le groupe dont j'avais envie de m'entraîner. J'avais aussi envie de travailler avec Cyril Burnet. Donc j'aurais eu une petite pointe de jalousie de les voir s'entraîner avec Cyril et de pas être dans le groupe. Mais quoi qu'on fait de toute façon du très très bon boulot avec Baptiste, hein, mais ça c'était important. Et puis retrouver de l'adversité, retrouver du contact avec les meilleures mondiales, hein. Enfin, quand on a une Anaïs Chevalier, Justine, Chloé aussi, une championne olympique qui a très bien performé, Julia, c'est sûr que ça permet inconsciemment on se met une petite rigueur un peu plus à l'entraînement, je pense, et ça c'était vraiment important de retrouver ça, et puis justement de faire aussi des stages qui sont sympas, hein, parce qu'on a un beau programme, et ça c'est cool. Bah justement, au niveau de tes stages, tu étais il y a quelques semaines du côté de la Norvège. Vous avez fini un stage d'une dizaine de jours, et donc vous avez participé au Blink Festival de Sandnes. C'était la première fois que tu y participais? J'avais participé au Blink il y a 3 ans. La première année où j'étais en A aussi, mais on n'avait pas fait le Lisbotten. Donc on avait fait juste alors justement, cette montée, alors s'il y a peu ça. Ces petits tas de talus là, ces petits talus. Ouais, cette petite côtelette quoi, ouais. C'est ça. Ouais, écoute, c'est pas facile, hein. Je crois que les filles disaient que c'était la course la plus dure de la saison. Je pense qu'elles ont pas tort.
Mais après, voilà, j'ai fait une bonne course. Je suis contente de mon résultat. Je suis contente de ma performance. Je me croyais pas grimpeuse. J'ai trouvé un nouveau talent là, si Tu jamais. t'es cru un instant à une coureuse du Tour de France. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, en plus, c'était juste après, là. Ça y est, Bah ouais. j'étais, ouais. Je me croyais Juliette Labou, là, dans la planche de Delphi, tu vois. Non, et c'était relativement dur. Après, j'avais ce côté insouciance parce que je l'avais jamais fait, qui m'a porté chance, je pense. Puis contente bah voilà, d'avoir eu une bonne gestion plutôt de course, parce que au moins j'en ai un bon souvenir et c'est toujours plus sympa de continuer le stage comme ça. Et est-ce que ce genre de montée, ça vous apporte quelque chose en fait, dans votre préparation, ou c'est surtout pour le kiff entre guillemets, hein, pour le show et faire cette montée mythique en fait avec les autres ou... Alors, on peut le faire plus dans le côté mythique, show et le fait de dire qu'on l'a fait. Moi, je l'avais marqué dans ma préparation, dans le sens où je voulais progresser vraiment sur mon pas de montée. Quelque chose qui me porte un petit peu préjudice sur les courses, sur les Coupes du Monde. Je sais que justement, voilà, moi aussi je me suis projetée. Je sais qu'à Oberhof, il y a beaucoup de pas de montée. Et du coup, je m'étais dit que je le travaillais tout le long, vraiment jusqu'à juillet, pour qu'il soit ancré pour le Lisbonne. Et ça a été le cas. Là-dessus, je suis contente parce que ça m'a fait vraiment passer un cap et ça m'a permis de valider ce cap, en fait, Ok. via ce Lisbonne. Et voilà. Après, j'aime pas faire les choses sans avoir eu d'objectif. Et du coup, faire le Lisbonne pour faire le Lisbonne, ça m'aurait pas branché. Donc, dès le début, dès le mois de juin, je me suis mis cet objectif. Et voilà. Donc, c'est ça c'est ça que j'en ressors plus que le résultat, moi, au final. Ouais, la technique que le résultat. Ok. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Ouais, alors pour le résultat, hein, t'as terminé 14e de la montée, hein, avec les fondeuses Belle comprises, perf, hein, et deuxième biathlète Ouais. derrière la lettonne Bendika, Maïva Bendika. Donc Exactement. c'est Ouais. une belle perf à mettre à ton crédit quand même. Même si tu Ouais. étais là pour la technique, tu es quand même contente voilà, du résultat, j'imagine. Oui, complètement. En plus, j'avais un gros dossard. J'avais dossard 44, donc j'ai pas pu accrocher directement le groupe de tête. Et par contre, bah voilà, avec une gestion qui a été plutôt continue, j'ai réussi à revenir sur les filles au fil de la course pour terminer avec un bon temps sur le dernier kilomètre. Et ouais, Ouais. c'était cool. Ouais. Alors je crois que ouais, c'est ça. Vous avez, vous démarrez sur 2 km de plan environ pour faire un premier écrémage. Ouais, Et, exactement. Ouais. Quoi qu'il y ait un bouchon dès le début de la montée, ce serait un peu le bazar, je pense. Ouais, c'est ça. En fait, il y a un tunnel au bout de 2 kilomètres et qui est vraiment rétréci. Et du coup, c'est impossible quasiment de doubler là-dedans. Du coup, on a 2 kilomètres où c'est 1,5 km où c'est plat au début. Enfin, plat. Je comprends. Place par rapport à la montée. Avec des pourcentages qui sont un petit peu moins élevés, on va dire. Ouais, voilà. Et voilà. 15% au lieu de 16. Ouais. Ouais, alors sinon après, t'as participé au concours de tir, hein, t'as terminé 6ème, t'as été jusqu'à la finale, hein, avec notamment Justine et Julia, qui ont toutes les deux d'ailleurs été sur le podium derrière l'étonnante chinoise. Ouais. On n'avait pas vu venir. Ouais. Voilà, écoutez, et d'ailleurs qui a remporté son duel face à Quentin. Ça c'est Exactement. exceptionnel ça. Comme quoi la méthode Amat marche pas mal. Hein, mais... Ouais. Apparemment. Ouais. Et après, vous avez remis votre carabine sur le dos, enfin avec des courses, hein, avec du super sprint et mass start. Alors c'était des formats en plusieurs phases. Hein. T'as été éliminé lors des qualifications lors de la qualification du super sprint et tu as terminé 14e de la mass start après avoir gagné ta place, hein, pour la finale. Ouais. Les courses urbaines comme ça, t'apprécies ou c'est comme ça que t'aimes bien? Non, pas forcément. Non. C'est pas. En fait, j'essaye plutôt, moi, pour performer, il faut plutôt que j'ai un tir posé plutôt qu'un tir spectacle, on va dire. Et le biathlon champagne, je connais pas trop. Je suis pas très forte là-dedans.
Et en fait, mais après, ça m'a beaucoup servi en fait pour pareil. Donc, je cherchais pas du tout un résultat, je cherchais plutôt une performance. Et, plutôt essayer de faire abstraction en fait de tout ça, de ces tirs rapides, de ces tirs qui sont que je sais pas faire en fait. Enfin, pas, je sais tirer rapidement, mais en restant dans mes standards et sans me faire influencer par les autres. Et c'était plus ça que je suis allée rechercher. Et il y a eu du bon et du moins bon, mais en tout cas, ça m'a permis de mettre comment dire, un point de repère dans ma préparation. Et ça, c'était plutôt important à cette période. Est-ce que pour vous, pour toi hein, et les athlètes, c'est important d'avoir des compétitions durant l'intersaison, pour couper hein, cette longue préparation? Ouais, important. Je sais pas si c'est important, mais en tout cas, faut s'en servir et pas aller chercher. Enfin, moi, je veux pas aller chercher des résultats à cette période-là parce que on a chacun une préparation différente, que ce soit en tir ou en ski. Mais par contre, c'est pour se donner des points de repère, pour regarder les axes sur lesquels on a progressé, les axes de progression. Ouais. Et bien délimiter tout ça. Et je trouve que il y a pas meilleur exercice que la confrontation comme ça. Donc oui, c'est important d'en faire. Après, ça peut se faire autrement aussi, hein, mais c'est vrai que c'est toujours plus ludique de le faire en Norvège avec du et puis avec un petit peu de public. Ouais. Tu donneras peut-être plus d'importance par contre au Summer Tour dans quelques semaines. Complètement. Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Elle préfère le biathlon vin jaune que le biathlon champagne, je crois. Exactement. Ah, ça y est. Marine, après combien de temps après une trentaine de minutes, Marine parle d'alcool, voilà, c'est un exploit avec aussi longtemps. On est entre franc-comtoises, hein, on se comprend. Exactement. Ouais, mais ouais. Et amatrice de moi. Donc, voilà. Bon après, en tant que Breton, je peux aussi un peu m'insérer dans la discussion. Voilà, je pense qu'en termes d'alcool en Bretagne, on n'est pas mauvais. On t'accepte. Merci. Ouais, du coup, juste sur le bilan de ce stage en Norvège, plutôt positif. Je pense que ça doit faire du bien en plus de changer d'air, hein, parce qu'en plus quand on est en B, hein, on mange beaucoup de pré-manon. En A, c'est plus varié quand même, mais d'aller à l'étranger, ça doit faire du bien à la tête aussi. Ouais, complet. On a vraiment eu des conditions qui étaient excellentes. Déjà, s'entraîner à entre 15 et 20 degrés, ça fait plaisir. Après, et pendant ce temps-là, nous, on crevait, la mort. Chaud. Le chaud. Ouais, je sais presque pas mettre des photos. Et puis c'est s'entraîner dans un cadre avec des paysages carte postale. Franchement, c'est tellement plus facile. Enfin, je me souviens, on a fait une journée avec 5 heures de ski roue. En itinérance, avec 2 heures de poussée, 1h30 de skate en montant un col et 1h30 de course à pied. J'avais l'impression que c'est passé en 1h30, quoi. Donc le temps passe vraiment plus vite là-bas et c'était vraiment sympa. C'était vraiment un bon stage. Ouais. Pourtant, les journées sont plus longues, hein, mais en été, hein, en Norvège, hein, il me semble. Ouais. Mais comme les entraînements sont plus longs, du coup, les nuits sont aussi plus longues pour moi, tu vois. Donc là-dessus, ça allait. Ok. On va peut-être parler un petit peu de l'encadrement, puisque ça a un petit peu changé cette année. Comment tu peux nous parler de Cyril Burdet, de son approche? Est-ce que ça se fait naturellement, malgré le fait que ce soit un peu tout nouveau pour lui et pour vous? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe super bien. Franchement, il a su s'intégrer au biathlon et aussi aux filles, parce que c'est 2 choses qui ont changé pour lui. Il a peut-être mis un stage où il faisait des entraînements de ski à côté des entraînements de tir. Et maintenant, il a vraiment intégré la globalité du biathlon, la globalité de nos entraînements, la charge mentale, hein, parce que c'est difficile à quantifier, à se rendre compte, hein, on pense que aller sur le tapis c'est se reposer, mais c'est tellement prenant mentalement que on peut pas mettre autant d'importance parfois sur le physique. Et du coup ça il a pris conscience. Et puis le duo Polo Cyril marche bien, fonctionne bien. Et puis voilà, après ce qu'il a apporté, moi je dirais surtout il a vraiment je pense que via les sprinters, il a vraiment
compris l'importance de l'effet de groupe, de l'émulation, que l'émulation était importante. Et ça, je trouve que ça marche, ça fonctionne vraiment dans notre groupe. Ouais. Et ça fait du bien aussi, donc c'est cool. Et puis je dirais une dernière chose, c'est que j'ai vraiment l'impression que, enfin c'est ce qui en ressort, mais c'est que il a entraîné des sprinters pour gagner, pour pas perdre un centième quelque part sur la piste pendant 3 minutes. Et il a cette même réflexion sur une course de 7,5, sur un sprint, sur une poursuite. Et vraiment, il laisse rien au hasard. Et enfin, moi, je trouve ça trop bien, en fait, parce que tu peux voir des axes de progression sur tout. Et c'est prenant à l'entraînement, en fait. C'est vraiment sympa. Ah, Ça a l'air Ouais. quelqu'un de posé de l'extérieur. Je sais pas si c'est comme ça. Ouais, Ouais. complet, ouais. 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 Ok. D'ailleurs, ouais, tu nous disais, tu voulais absolument Cyril Burdet tout à l'heure. C'est quoi, c'est ce que tu viens de nous expliquer par rapport à l'émulation de groupe, ou enfin, il y avait une raison particulière avant cela. C'est pas sur les Blue, mais j'avais vraiment envie de changer de méthode d'entraînement, dans le sens, enfin pas de méthode d'entraînement, mais on avait tout le temps, j'ai toujours évolué avec Baptiste Détieux et Fred Jean, et ils m'ont énormément apporté, hein, c'est grâce à eux que j'en suis là. Mais par contre, j'avais l'impression de toucher à une finalité que j'avais un peu tout vu avec eux, et que je savais pas s'ils avaient encore beaucoup de choses à m'apporter, parce que ça fait quasiment 8 ans que je travaille avec eux, et que j'avais l'impression d'avoir touché, d'avoir appris tout ce qu'ils pouvaient m'apprendre. Alors après, peut-être que je me trompe, mais j'avais vraiment envie d'avoir une nouvelle méthode d'entraînement pour me relancer sur cette nouvelle dynamique, voilà, comme j'ai dit, j'avais envie de marquer une fracture à partir du mois d'avril pour changer Ouais. quelque chose. Ça tombe bien, Et, moi. Ouais, ça. Exactement. Et en fait, ça a corrélé avec ça, et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir une nouvelle méthode d'entraînement, une nouvelle approche, plus qu'une Ouais. méthode. Parce qu'au final, Lou nous voilà, a dit un peu la même chose, justement. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, parce que au final, ça donne de la fraîcheur mentale aussi, et ça, c'est important quand on a plus de 7 mois de préparation. Mm. Et du coup, c'est... Ouais, j'étais vraiment contente enfin, je suis encore contente de travailler avec lui, ouais. Ok. Un nouvel élan à beaucoup de niveaux, du coup, cette année. Ouais. Si. Avec Ouais, Nouvelle tant mieux, Caroline, là. Exactement. Voilà. Ok. Nine. Mais du coup, c'est pas trop perturbant, parce que tu as quand même eu pas mal de coachs différents pendant ces dernières années. Un coup dans le groupe A, un coup dans le groupe B. Là, c'est Cyril. C'est faire le switch, c'est pas, enfin comment dire, faire l'aller-retour, c'est pas trop perturbant pour toi de t'adapter à chaque fois? Je dirais qu'au niveau physique, pas forcément, non, parce qu'au final, c'est la même dynamique que Fred et Baptiste avaient, dans le sens où ils viennent un petit peu de la même école du biathlon. Donc ça, c'était pas perturbant du tout. Par contre, Cyril, c'était perturbant parce que j'avais plus du tout les mêmes repères, notamment au niveau musculaire, au niveau des choses où j'avais plus du tout, souvent je marque un petit peu comment je me sens après chaque période et tout. Là, c'était complètement différent. Je sentais aussi que on a un programme par exemple de muscu qui est différent des autres années, donc je sens que j'ai pas le même corps que les étés d'avant. Et ça, c'était un petit peu perturbant, mais au final, je me fais tellement confiance que ça m'embête pas du tout. Et par contre, au niveau du tir, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas 2 années de suite le même entraîneur de tir. Et ça, par contre, c'est plus perturbant parce que il faut le langage, faut que les canaux soient les mêmes entre l'entraîneur et l'athlète. Et parfois, c'est compliqué de comprendre l'entraîneur, c'est compliqué qu'il nous comprenne aussi. Et en tout cas, ouais, ça, c'était plus compliqué pour moi. Et je pense que du coup, parfois, j'ai tendance plutôt à me fermer pour essayer de me dire, bah, fais-toi confiance à toi parce que tu comprends pas forcément ce qu'il veut te dire. Et
et c'est pas forcément quelque chose qui m'a apporté ces dernières années. Mais voilà, même si Polo, je l'ai déjà connu et je connais son mode de fonctionnement. Et même si ça a été perturbé par des autres entraîneurs je me suis vite adaptée, en tout cas ce printemps, à la méthode de Giacchino. C'est vrai que ces dernières années chez A, hein, il y a eu pas mal de changements, hein, on sait. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Polo Giacchino jusqu'à 2018, après Vincent Porret, Mm. Franck Badiou, le retour donc de Polo Ouais. Giacchino. Pour vous Ouais. toutes celles même qui sont restées tout en A tout le temps Ouais. ces dernières Ensuite, années. je suis restée avec Julien Robert. Ensuite, je Ouais. reviens avec Polo. Oui, Ouais. je peux comprendre que ça soit comment dire, déstabilisant pour vous. Ouais, c'est ça, ouais. Pour avoir le même Absolument. discours en plus. Enfin, c'est assez complexe. Et bon, du coup, ces prochains jours là, donc nouveau stage pour toi hein, du côté de Bessan, hein, si je dis pas de bêtises, hein, le 22. Ouais, c'est ça. Lundi, on part à Bessan. Ouais. Pareil, on part pour un bon petit stage aussi. Et Bessan, c'est trop bien parce que, enfin, moi, j'adore y aller. Déjà, l'altitude me correspond bien. Et puis surtout, on pense qu'à faire du biathlon en fait quand on est à Bessan et du coup c'est presque reposant et c'est souvent sympa pour terminer en fait la préparation au mois d'août. En plus, avec l'altitude, il fait toujours un petit peu moins chaud, donc c'est plus facile d'assimiler les heures quoi. Et puis voilà, hâte de retrouver le groupe pour s'entraîner. Ouais. Et en plus, des fois, qui dit Bessan aussi dit première neige de l'hiver. Comme vous l'an dernier, je crois, hein, les premières courses nationales, les premiers chronos, je crois que vous étiez à Bessan. Ouais, on était à Bessan, ouais. Exactement. Pour les sélections C'est IB The Cup Place to et Be. ouais, c'est The Place to Place to Be. be, ouais. Exactement. Et je crois que les France sont à Bessan aussi l'an prochain. Oui, c'est ça. Ouais, Ouais. exactement. Donc, Voilà. tout C'est un peu est à paumé, Bessan. mais bon, c'est un peu loin. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de réseau. Et malheureusement, je crois qu'il n'y a pas trop de réseau à Bessan, c'est le point négatif de ça. Mais... Ça va. Plus qu'au plan d'automne, je crois, donc ça va. Oui, oui, en effet. Ah, c'est soit Marine qui était au plan d'automne ou... Non, mais moi, j'ai pas été à Bessan encore. Au plan d'automne, je m'attendais à pire que ça. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que, Il y en a toujours plus qu'à la frontière. Ok. C'est pas faux. On demandera de mettre une antenne 5G sur les stades de biathlon, ce sera plus simple pour partager tout ça. Donc voilà pour cette préparation donc qui va se poursuivre hein, pour toi jusqu'à novembre. On va donc se projeter sur le prochain hiver. Alors tu parlais tout à l'heure hein, de ta blessure qui t'est intervenue en 2017 et donc tu te projetais après sur le prochain cycle, hein, les 4 prochaines années. Donc au Jeux de Pékin. Là, est-ce que la nouvelle Caroline Colombo se projette encore sur les 4 prochaines années? Oui. Ouais. Directement. Ouais, sans hésitation. T'as vraiment mis Cortina dans le viseur là? Ouais, j'ai mis Cortina, j'ai mis que je pensais être plus une athlète d'expérience que talentueuse. Et je pense que 26 à 30 ans, ça peut être les plus belles années. Et c'est comme ça que j'ai envie de le voir. Et pas en me donnant juste en étant au pied du mur et en me mettant une pression inutile qui n'aurait pas lieu d'être en me disant c'est peut-être ta dernière année ou quoi. Non, c'est sur 4 ans et puis on verra comment ça se passe. Mais en tout cas, je suis persuadée que ce sera les plus belles années de ma carrière. On le souhaite pour toi. Ouais. L'apogée arrive. Ouais, non, mais voilà, je commence à avoir compris un petit peu les erreurs que j'ai commises sur les années précédentes et vraiment à avoir mûri sur toute l'expérience que j'ai eue. Et maintenant, faut la mettre en exerce, quoi. On a hâte de voir ça et ça commence du coup dès la saison prochaine. Là, on est sur... on parlait du cycle de 4 ans, mais à court terme, c'est quoi l'objectif? On se doute un peu, boucler la saison en Coupe du Monde en y restant du début à la fin? Oui, bien sûr. Plus que des résultats, des objectifs de résultats, c'est vraiment des objectifs de performance. Et ça passe évidemment par ce qui m'a manqué. C'est de la fiabilité. Je veux être une athlète fiable dès la saison prochaine, pas en prenant le départ en me disant qu'est-ce qui va m'arriver,
comme ça a été un petit peu le cas les saisons précédentes. Est-ce que je vais tirer à 10 ou à 6? Non, resserrer en fait l'étau et dans la tranche haute de la performance, quoi. Et c'est ça. Après, les résultats, ils dépendent pas de moi, donc ça sert à rien. Si je fais la meilleure performance de ma vie, mais que les filles le font aussi, elles seront plus fortes que moi et je l'accepterai. Par contre, voilà, j'ai le droit d'être battue par plus forte. Par contre, j'ai pas le droit d'être mauvaise. Et c'est quelque chose que je veux avoir comme leitmotiv en fait pour la saison prochaine, et juste être fiable et être performante, mais à mon niveau. Et on verra ce que ça donne au niveau des résultats. D'accord. Satisfaite à la fin de ta course et le reste suivra. Ouais, exactement. Et aussi, on Et est ça ça pour suivra, toi, et une première participation aux mondiaux à Oberhof. Exactement. Ça, voilà. Première participation aux mondiaux, une première participation à des relais aussi. Ça, c'est une chose qui est importante pour moi. Et puis une première participation à une Mastart. Puis voilà, ça va être la saison des premières, j'espère. Ouais, t'as en fait sur ces 4 prochaines années, t'as posé des jalons, des intermédiaires à te fixer pour atteindre finalement ton objectif d'aller aux Jeux de Milan. Exactement. Il y a une pyramide avec à grimper, et avec chaque échelon des petits jalons, comme tu dis. Et voilà, moi aussi je pose mes jalons et au niveau des performances, et puis voilà, ça me fera progresser vers l'équipe pendant les 4 prochaines années. Et aussi, j'imagine que tu as envie, alors tu l'as évoqué tout à l'heure hein, dans le descriptif de ta dernière saison, dans le bilan, de gommer, d'effacer la grosse déception dans le dernier au Grand Bornand, où ouais, t'avais couru donc malade. J'imagine que tu vas être dur en plus devant ton public. Enfin, t'as eu du mal à l'encaisser. Cette course. Ouais, j'ai eu du mal à l'encaisser. Ouais, c'est vrai que celle-là, c'est peut-être la plus difficile parce qu'en fait, j'ai voulu courir. Parce que c'était en France. Si ça avait pas été en France, j'aurais jamais pris le départ. Et en me disant, bah écoute, essaye de prendre du plaisir, t'es avec le public, t'es en France, et puis c'était une ambiance tellement chaleureuse, tellement folle en fait, surtout après toutes les années du Covid, après ces années Covid où on n'a pas eu de spectateurs, et au final c'était presque un regret parce que j'ai pris aucun plaisir, j'ai pas été au niveau, je me suis plus fait du mal que du bien clairement parce que j'ai mis plus de temps à récupérer. Ce qui dit plus de temps à récupérer dit moins de préparation avant les échéances de janvier, et c'était pas malin. C'était pas malin d'avoir couru. Après voilà, je l'ai fait et j'en assume j'en ai assumé les choix, parce que j'ai pris une belle claque au Grand Bornand. T'as terminé 93e du sprint. Ouais, possible. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis allé au bout. J'ai terminé quand même. Oui, t'es quand même allé au bout. Oui. Moi, je me souviens bien, et c'est vrai que ça se voyait que tu donnais le dernier bout qui restait de toi, que c'était. Ouais, c'est ça. Franchement. Ouais, mais c'était pas malin. Enfin, je l'ai fait, je le regrette pas parce que voilà, mais si c'était à refaire, je l'aurais pas refait. Enfin, courir avec 39 de fièvre, surtout où il faisait froid et tout, c'était pas bien malin quand même. Mais bon, on apprend. La passion l'emporte sur la c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, mais au final, c'était de voir limite le tour des chauds, avoir tout le monde comme ça avec toute la famille, les amis et tout, c'était tellement bien ça, par contre, que voilà, c'est fait, on revient plus dessus, mais par contre, c'était compliqué à digérer, je redescendais, fallait switcher parce que j'avais pas envie de passer de mauvaises fêtes, j'avais pas envie non plus d'être triste à la maison alors que ça faisait longtemps que j'avais pas vu mes proches. Et puis voilà, mais ouais, c'était pas que du plaisir, le Grand Bornand là-dessus. Bah, on espère que pour toi ça se passera mieux cette année, hein. De toute façon, c'est les mêmes dates, ouais. Enfin, c'est exactement. Le décembre avec le sprint, poursuite Mastart, un gros week-end, peut-être un gros dimanche, comme on l'a évoqué aussi sur notre dernier podcast, notre dernier épisode, où quelques heures après il y aura la finale de la Coupe du Monde de foot. Aussi, la veille, il y aura aussi l'élection Miss France aussi. Ok. Je sais que tu regardes ça, non
Ouais, Corinne, non je Ouais. regarde un petit peu, mais on est bien représenté à Mout, du coup, voilà. Ouais. Bah Ça justement, je va crois que regarder. ouais, Marine, on en parlait avec Marine. Je crois que tu n'as pas décoléré d'une une exclusion, enfin Ouais, quelque chose ça, il y a de. eu un carton Ouais. rouge qui était un petit peu trop facile, là, je crois, je suis pas trop d'accord. Non, mais en tout cas, le décembre sera animé. Ouais, Dans... c'est ça, puis la Ouais. Coupe du Monde de foot, pareil, Bah ouais. ça va nous occuper au moins pendant le mois de décembre. Ah bah là pour les fans de sport, ça va être une fin d'année assez sportive. Voilà, Ouais, pour ceux qui aiment le tant mieux. biathlon, les sports d'hiver et le foot, oui. Mais bon, l'IBU a fait les choses bien aussi en ne mettant pas des matchs opposés à la Coupe du Monde, enfin des matchs opposés aux Ah, courses. ouais, C'est pour ça aussi qu'ils ont décalé le début de la Coupe du Monde à mardi. Je sais pas si tu savais. ok. La Coupe du Monde Non, j'ai pas débutera, trop ouais, regardé. ça Ouais, débutera j'ai en pleine pas. semaine, la Coupe du Monde. Ok, bah tant mieux. Enfin, tant mieux que ce soit réfléchi par rapport à ça. Ce serait dommage Mm. de mettre des doubles fronts en même temps, ouais. Ouais. Parce que entre une Mastart ou un Mornan et un match de Ligue de France, ah ça Ouais. c'est compliqué à choisir quand même. Hein. C'est ça. Ça dépend Et qui joue. voilà. Alors Ouais. c'est sûr que si c'est la finale de la Coupe du Monde avec la France, bon, peut-être que Ouais. je vais te faire une infidélité au biathlon, désolé, hein, mais Ouais. je pense que vous comprendrez, mais voilà, mais non, mais ça ne sera pas le cas cette année. Ça ne Ça sera va pas le alors. cas et on pourra tout suivre pour tous les fans pour suivre tout ce qu'ils voudront. Mm. Donc voilà pour voilà les objectifs de ta prochaine saison et même de ces 4 prochaines années pour toi, Corinne. Hein, on te souhaite le meilleur. Maintenant, on va parler un peu plus de toi. On va se centrer sur toi personnellement. Mhm. On voulait savoir, en parallèle du biathlon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es toujours étudiante ou c'est derrière toi tout ça? Non, je suis toujours étudiante. Je suis toujours étudiante. Je suis en école de management à Grenoble. Euh, c'est une formation qui est une formation grandes écoles, mais qui est uniquement en e-learning. Je suis qu'avec des sportifs de haut niveau dans ma classe. Et donc voilà, on a une plateforme où les cours on suit nos cours par Skype, et puis on peut les revisionner si jamais on est à l'entraînement pendant les cours. C'est du contrôle continu, donc toutes les semaines j'ai des devoirs à rendre. Voilà, des mémoires aussi que je suis en train de rédiger d'ailleurs. Et puis sinon, on a aussi des stages en entreprise à réaliser. Après, voilà, comme c'est compliqué pour moi de me rendre en entreprise, je peux substituer ça par des projets tutorés. En fait, c'est des réflexions sur le monde de l'entreprise et que je fais avec certaines entreprises. Je l'ai fait il y a l'an dernier avec EcoSport, par exemple, qui m'ont permis de gérer ça. Et puis, euh, et puis voilà, j'entame ma dernière année, mon master 2 en fait, parce que comme Ah, c'est une école privée, c'est l'équivalent d'un ok. master, mais voilà. Ok, ouais, J'espère donc que je l'aurai l'an prochain. bah, on croise les doigts. Ouais, Ouais. et ouais, ça se passe bien. Enfin, t'as pas trop de mal à assimiler le biathlon, le sportif et tes études. J'imagine que Euh, des fois, ça doit être un peu non, compliqué de non. se plonger dans son mémoire. Oui et non, parce que ça me permet aussi de complètement décrocher du biathlon et des fois Ouais, ça fait du bien. Ça me permet aussi d'avoir une réflexion qui est notamment dans le côté management de moi-même, avec ma carrière aussi, dans la communication aussi avec les autres, qui est vraiment importante, dans les médias aussi, et puis vraiment, voilà, de comprendre un petit peu comment ça marche le monde extérieur, ça fait aussi du bien dans le biathlon et ça permet de pas être centré uniquement sur sa pratique, de pas être le nez dans le guidon et d'obtenir un recul en fait, qui est vraiment important pour moi et que je commence vraiment à assimiler, je trouve, cette année. ouais. Et, euh, et puis à côté de ça, je suis aussi en triple projet plutôt parce que j'ai un CIP, vous savez, c'est les conventions d'insertion professionnelle, c'est un contrat en fait avec entre la Fédé, la région et une entreprise. Et donc un tiers de mon salaire est payé par l'État, enfin la région, un tiers par la Fédé, et l'autre tiers c'est l'entreprise. Et je suis avec l'entreprise de mes parents, une entreprise où on fait de l'achat et de la vente de terrain et au niveau immobilier aussi. Donc voilà, ça m'occupe bien, mais ça me permet vraiment
de pas avoir ce tête dans le guidon, vraiment que biathlon, de réussir à avoir vraiment du recul, parce que c'est important, et de me dire que, voilà, de prendre le biathlon comme quelque chose qui est, alors c'est toujours au centre de mon projet, et à chaque fois, c'est le biathlon en premier, mais de pouvoir un petit peu, voilà, être plus écarté de tout ça aussi, et de moins être, de le faire vraiment aussi le métier du biathlon vraiment comme un métier, et moins passion, qui peut parfois me porter préjudice, hein, parce que c'est là où il y a de l'émotionnel qui rentre en jeu, et de me professionnaliser aussi dans ma discipline, ouais. Ok. Et d'ailleurs, aussi pour te déconnecter du biathlon, est-ce que tu as aussi des passions à côté donc, de ce sport, et même au-delà du sport, hein, est-ce que tu as d'autres activités? Je suis ouverte vraiment à tout. Alors c'est vrai que j'ai pas une activité comme certaines peuvent l'avoir, mais je suis vraiment à tout. J'adore. Je vais regarder tous les sports, vraiment. Je vais ce soit vraiment le foot, le tennis. Enfin, dès que je peux, j'adore regarder d'autres choses. Et puis je dirais plutôt des choses simples, en fait, plutôt qui me connectent avec ma vie familiale, avec ma vie avec mes potes, parce qu'on les voit pas assez souvent, donc j'aime bien, je suis assez souvent au téléphone, quoi, pour les avoir, et c'est ça qui est important pour moi à côté, quand j'ai du temps libre, quoi. Tu te poses aussi Il y en des a fois pas devant beaucoup. des séries, voilà, un livre. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que je suis pas mal série. Ah, tu regardes Et quoi en ce puis moment? T'as des séries que tu regardes alors là, c'est vrai qu'avec l'entraînement qu'on a, j'ai pas trop le temps de regarder des séries. Ouais. Il bosse. Mais ouais, et puis j'ai surtout un mémoire à rendre là pour début septembre, donc je t'avoue que j'en regarde pas trop. Ouais. Après, je voulais, non, j'ai pas de série en ce moment, et non, voilà. Mais Bon, sinon, ouais. En tout cas, avec Marine, on peut te conseiller une série qui arrive bientôt. Ouais. c'est vrai, c'est On quoi? attend avec impatience le Seigneur des Le Anneaux, les Seigneur Anneaux de des Anneaux. pouvoir. Ah ouais? Les Anneaux de pouvoir. Ouais. Oui, on Ok. est un peu fan du Seigneur des Anneaux. Ouais, mais un peu vraiment beaucoup. léger, quoi. Légèrement, ouais. Moi, je suis pas trop truc fantastique, Seigneur Ah. des Anneaux, et tout. Non, c'est ça. Non, Ah là moi, là. je suis dans le concret. Moi, je suis le bureau des gens. Je suis des choses comme ça. Tu vois, vraiment. D'accord. Les bonnes séries. Ouais. Est-ce que t'es la flamme comme Lou? La flamme, le Non, flambeau, non? j'ai regardé la première série, j'ai rigolé, et la deuxième, je trouvais Ouais. ça drôle, mais peut-être que j'étais pas dans le mood, en fait, Non, je pense. bah, pareil exactement. Ouais, et j'étais pas dans le mood, et j'ai trouvé ça presque too much. Après, Un peu voilà, gênant, ouais. Un peu bien trop. regarder des Ouais. fois. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Alors que j'adore Jonathan Cohen et Ouais. toute sa clique, mais ouais, je pense que j'étais pas dans le mood, mais j'ai pas regardé jusqu'au bout, en plus. Non. Bah, moi, j'étais dans le mood et non, je n'ai pas forcément apprécié. Ça Enfin, va, pas plus que voilà. ça. Donc, mais c'est vrai que la flamme, Ouais. vraiment, oui, c'est Ouais, vraiment, hilarant. ouais. Ok. Marine? Alors, pour parler un petit peu plus de tes inspirations, est-ce que tu as des gens, enfin, célébrités ou pas forcément d'ailleurs, qui t'inspirent dans la vie de tous les jours? Ouais, j'en ai un petit peu, j'en ai plusieurs même. Et j'en ai aussi par rapport au moment. En ce moment, je dirais que j'aime beaucoup Clarissa Agbenienou. Alors, j'espère que j'écorche pas trop son nom, mais j'aime vraiment ce qu'elle reflète, autant dans sa personnalité, dans son sport, dans ses réseaux, et ce côté, en fait, je fais ce que je veux, et je m'en fous. Moi, c'est un petit peu ma réflexion en ce moment, en fait. Et celle que j'ai voulu avoir, celle que j'ai entrepris, en fait, parce que je le lis pour moi dès le mois d'avril. Et c'est, bah, en fait, je vais pas plaire aux autres, et je fais ce que je veux. Voilà, son enfant, elle montre que c'est kilos en trop, et elle s'en fiche complètement. Et ça, je trouve ça, c'est celle qui m'inspire, en fait, le plus, je dirais, en ce moment. Et mais après, il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Benzema aussi, par rapport à sa finale de la Ligue des Champions. Ce côté, bah, je souris alors que je suis menée 2-0 à 15 minutes de la fin, mais je vais planter 2 buts. C'était quelque chose que j'ai trouvé vraiment inspirant. Enfin, ce côté relâché, et, ouais, ce côté, bah, ouais, je vais le faire, en fait. Je vais le faire, je m'en Ah fiche ouais. du temps qui me reste, je m'en fiche de machin. Je vais avoir 2 occasions, je vais marquer, je vais les mettre au fond,
Et puis vous pouvez me critiquer, je m'en fiche. Et je pense que lui là-dessus, il a pris tarif et il a été un petit peu décrié, mais au final, Un moi, petit c'est peu, quelque ouais. chose qui m'a beaucoup inspiré en fait là ce printemps aussi, ouais. Ouais, bah, deux grands champions, ouais, finalement. Ouais, ouais. Justement, en tant que, enfin là, on va parler d'un sujet qui, je pense, te tient à cœur. En tant que sportive, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'évolution de la pratique féminine du sport? Quel rôle, toi, tu te donnes vis-à-vis de ça? Tes réflexions sur le fait bon, par exemple, le staff avec lequel vous travaillez n'est pas hyper féminin. Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Justement, c'est une réflexion que j'ai eu au printemps parce que j'ai eu la chance d'avoir été invitée sur une conférence par Sport Entreprise pour parler justement du sport féminin. En fait, on était une table avec plusieurs athlètes, avec une cycliste, avec une triathlète, avec une handisport et une handballeuse. Et, euh, et en fait, moi, j'ai eu cette réflexion après qui me disait que je me sentais complètement privilégiée en tant que biathlète, dans le sens où nous, il y a vraiment, c'est le sport pour moi qui est presque le plus équitable au monde. Il y a autant de médiatisation pour les filles, pour les garçons. Il y a autant les primes sont les mêmes pour les filles que pour les garçons. Il y a aussi un sport où on est mixte, enfin on fait des relais mixtes, on court ensemble. Les heures d'apparition, ça change une semaine sur deux pour avoir une égalité totale. Et j'avais vraiment cette réflexion d'être privilégiée et je me rendais pas compte en fait de la chance que j'avais avant de discuter avec toutes ces filles qui en bavent, hein, où c'est compliqué hein, pour certaines d'avoir une visibilité. Et, euh, et je pense que le sport féminin est vraiment dans une bonne voie, dans le sens où je trouve qu'on est de plus en plus entreprenante. On est de plus en plus à, à aller chercher en fait cette équité dans le sport parce que ça sert à rien qu'on nous la donne. Si on nous la donne, ça sera pas quelque chose de stable et qui s'inscrira dans la continuité. Donc voilà, je trouve que on est de plus en plus à être des badass, on va dire, et qui vont chercher parce que en fait on doit pas nous l'imposer, on doit la mériter. Et c'est vraiment la réflexion que j'ai sur le sport féminin, c'est qu'on doit aller chercher justement cette visibilité, ce spectacle qu'offrent les garçons pour le moment. Et ça c'est important. Après, ce que je pourrais dire aussi, c'est que nous, on a de la chance avec l'IBU qui a une réelle réflexion par rapport à ça, dans le sens où, par exemple, au tir, il y a pas de différence physique entre les filles et les garçons, donc les cibles sont à 50 mètres, pareil, et c'est la même taille. Par contre, on sait qu'on a des données, enfin, qu'on est physiquement différentes des garçons, et donc les formats de course sont rétrécis. Et je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien parce que c'est aussi enfin je prends pas ça comme une faiblesse de me dire j'avance moins vite que les garçons, mais en tout cas on peut avec des distances différentes, on peut avoir le même spectacle que chez les garçons et c'est ce qui permet d'avoir la même médiatisation. Enfin, je trouve ça autant alléchant de regarder une course de filles que de garçons parce que à la fin ça se termine presque pareil. Si on nous mettait sur un 20 km, je pense que à la fin ce serait un peu chiant. Et voilà, ces adaptations, je trouve ça vraiment bien que l'IBU les a et a une réflexion qui peut paraître futuriste, mais pour moi qui est vraiment plutôt dans le présent. Et j'incite vraiment toutes les fédérations à le faire. On voit que l'UCI le fait au niveau du vélo, le foot ça devient pareil avec comment ça s'appelle des matchs qui sont sympas. Enfin moi j'adore regarder maintenant le match féminin alors que avant c'est vrai que c'était plus compliqué, il y avait moins de professionnalisation dans le sport et voilà les aider à devenir indépendantes justement de l'image des garçons et ça c'est en train de se faire et c'est à nous d'aller le chercher en tant que femme. On voit le cyclisme aussi là.
sur la Ouais. Tour de France, hein. Ouais, c'était cool. Et je trouve en plus, j'ai bien aimé, j'aime bien regarder le cyclisme féminin et sur le plus, enfin visuellement, on voit pas forcément plus de différence. Hein. Si tu parlais du foot, hein, Ouais, c'est ça. on voit quand même, on voit quand même, encore aujourd'hui, on voit quand même une différence, c'est-à-dire technique par rapport aux Ouais. garçons. Mais le vélo, on le voit pas forcément, on voit pas la vitesse. Enfin, c'est Non, pas différemment. visuel, donc. Puis voilà, Ouais. les courses sont rétrécies. Le peloton est en train vraiment de se professionnaliser aussi. Hein. On voit des équipes, on voit des bus partout. Enfin, voilà. Alors qu'avant, c'était dans des petits, des petites caravelles. Voilà, des Van Vleuten, des Voss. Elles commencent à être exceptionnelles. Elles imposent. Hein. Et justement, avec la différence avec les garçons dans le cyclisme, c'est que chez les filles, encore, alors ça grandit, hein, mais il n'y a pas encore des trains comme il y a chez les garçons, des grosses équipes. Donc les courses chez les filles sont plus décousues, sont plus vivantes. Ouais. Je trouve ça qui est vraiment sympa. Et justement, parce que j'ai un peu peur, finalement, c'est bizarre de dire ça, mais avec la professionnalisation du cyclisme féminin, c'est que ça va devenir un peu comme les garçons et on va avoir des courses un peu plus cadenassées dans le futur. Après, bon, c'est toujours une bonne chose pour le cyclisme féminin, c'est dans le bon sens, mais ça va, voilà. Je trouve que le cyclisme féminin est très vivant, je trouve. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça rend les C'est courses vrai. vraiment très palpitantes. Ouais. Avoir l'évolution, mais en tout cas, voilà, je suis confiante là-dessus, en tout cas, ouais, par rapport à ce qu'elles vont offrir prochainement. Pour parler d'un sujet justement qui tient à cœur à l'IBU, mais qui est encore repoussé, l'interdiction totale du fluor. Toi, c'est un sujet qui te parle aussi? Il me parle dans le sens où je sais pas, moi je suis à partir du moment où on est tous pareils, je suis pour en fait clairement l'interdiction du fluor. Il faut, enfin, là il y a une étude qui a montré qu'on en avait retrouvé dans du comté du fluor parce qu'il est présent sur les pistes de ski. Donc totalement, hein, moi je suis tout ce qui est j'ai du mal à croire qu'on fait un sport dit écolo, mais en tout cas tout ce qui peut aider dans cette dynamique, je suis pour à 200%. Après, par contre, il faut pas que ce soit non plus quelque chose qui soit préjudiciable et qui puisse être faussé dans le sens où pour le moment la machine ne marche pas et je pense qu'on a déjà assez de soucis avec le dopage pour rajouter encore des inégalités là-dessus. Et voilà, après. Voilà, pour moi, je pense que ça sera la dernière année où on sera avec le fluor. Les cours seront un petit peu plus longues l'an prochain, dans 2 ans, alors ça veut dire parce que ça nous aide bien quand même le fluor. Mais oui, voilà, tant qu'il y a de l'égalité, tant qu'il y a des règles et que ce sont les mêmes pour tout le monde et que tout le monde les respecte, évidemment quoi, on se doit d'évoluer dans notre pratique. Hein. Enfin voilà, on peut plus. On voit comme ça évolue le monde malheureusement et on peut plus laisser des choses comme ça. Ouais. On peut plus fermer les yeux, oui. Ouais, exactement. Surtout sur un sport qu'on dit proche de la nature en plus, donc. Nous, on est totalement confrontés à ça. Enfin voilà, c'est une réflexion qui est un petit peu difficile à avoir parce que c'est, enfin, c'est pas propre hein, notre sport de prendre l'avion, etc. Mais par contre, on peut pas arrêter de vivre, on peut pas non plus arrêter notre discipline, mais par contre, on peut l'améliorer et c'est ça qui est important. Et puis après aussi, enfin, moi, il y a ce problème écologique. Enfin, c'est de plus en plus compliqué de trouver de la neige. Et moi, je suis originaire de Mout. Je me souviens qu'avant, quand j'étais petite, la limite de la neige, c'était à 700 mètres, après c'était à 900 mètres, et puis maintenant à Mout, il y a moins de neige, c'est au-dessus, c'est le Liadet, c'est le Pré-Poncé, c'est des coins qui sont un peu plus hauts, et on voit cette évolution au niveau de l'arrivée de la neige, au niveau du dénivelé, et de l'altitude, excusez-moi, et c'est criant, hein, enfin c'est criant parce que je me dis où c'est que mes enfants skieront, et c'est important d'avoir quand même une réflexion là-dessus dans notre pratique, ouais. Ok, alors j'ai 2 dernières questions. Alors tu en as parlé un peu tout à l'heure, donc ta blessure, c'était le 28 juin 2017. Tu t'es gravement blessé alors que tu étais en stage à Font-Romeu avec l'équipe de France B. Oui. Tu souffrais d'une fracture ouverte de la cheville. Donc tu as été logiquement de nombreux mois à l'arrêt à cause de cette blessure. Ouais. Et même donc certaines personnes ne te donnaient aucune chance de revenir au plus haut niveau. Bon,
Bon alors, pourtant tu l'as très bien fait, hein, après de gros efforts, j'imagine, et beaucoup de mental, je pense. Avec du recul, comment, quel œil jettes-tu sur cette blessure? Qu'est-ce que finalement ça a changé pour toi dans ton évolution? Ça m'a énormément fait évoluer en tant que sportive, mais aussi en tant que femme. Ça a été quasiment 1 an à l'arrêt, 3 mois de fauteuil roulant et des mois de rééducation. Et dont un long périple de 3 mois en rééducation à la clinique de Santi à Marcy-l'Étoile, vers Lyon. Et c'était une clinique où c'était spécialisé dans la prothèse. Donc la moyenne d'âge en fait des habitants franchement, si je suis gentille, c'est 75 ans, je pense vraiment. Et en fait, c'était quasiment une des plus belles expériences de ma vie. J'ai tellement appris, j'ai tellement été des histoires de vie, des histoires de presque, je dirais, de vieux, mais qui étaient exceptionnelles. Et en fait, ça m'a permis de prendre vraiment du recul sur qu'est-ce que le biathlon, comment ça peut se passer, et de manière générale dans la vie aussi. Et je dirais que ça m'a aussi, cette blessure m'a surtout appris la débrouillardise, on va dire. Ouais. Quand tu Ça t'a fait peux grandir. pas, tu peux. Enfin, il y a toujours une solution. Exactement, ça fait grandir. Quand le lendemain de l'opération, le chirurgien est venu, il me dit, mais là, ne pense même pas au biathlon, essaye juste d'apprendre à remarcher. Enfin, on a tenté une opération. En fait, j'avais vraiment une fracture ouverte, donc c'était pas beau, hein. J'avais le pied qui pendait. Enfin, on me tenait mon pied pour pas qu'il tombe dans le vide, quoi. Donc, c'était dégueulasse. Enfin, voilà, Ouais, on imagine, ouais, on voit. mais voilà, et en fait, tu t'imagines des hauts niveaux, et là, on te dit, là, c'est fini. Du coup, tu dis, non, je peux pas y croire, quoi. Je peux pas y croire. Et du coup, tu te débrouilles. Tu cherches de ton côté. J'ai fait tout ce que je pouvais pour y arriver. Et au final, tu y arrives. J'ai réussi. Et ça m'a pris, j'ai eu l'impression d'avoir pris 10 ans avec cette blessure, parce que j'ai tellement dû faire preuve d'abnégation, de réflexion, de découverte aussi avec les gens, de découverte avec plein de choses. Et puis ça m'a vraiment aidé, parce que la saison d'après, je fais une saison exceptionnelle avec plus de 90% de réussite au tir, je crois. Oui, Et, c'est vrai que c'est ouais. ouais. Et par contre, en fait, j'ai pas su ensuite m'en servir. Enfin, j'ai presque pris ça comme acquis. Et c'est la réflexion que j'ai eue ce printemps-là, c'est que, en fait, comment t'es performante, c'est quand tu t'en fiches. C'est peut-être bête à dire, mais c'est quand j'arrivais, on m'a dit que je pouvais plus en marcher, je suis en train de faire des coupes du monde de biathlon. C'est que du positif. Et en fait, c'est cette réflexion que je veux avoir pour les prochaines saisons. C'est que, en fait, il n'y a pas de pression, c'est cool, en fait, ce qu'on fait. Tu visites le monde, tu fais du ski, tu fais ce que t'aimes, en fait, et c'est comme ça que je suis performante, et c'est de cette manière post-blessure que je veux attaquer les prochains hivers. Ok, et d'ailleurs, alors c'est ma dernière question, hein, tu vas attaquer le prochain hiver chaussé de nouveaux skis? Parce que tu as annoncé en mai que tu changeais donc d'équipementier, hein, tu passais donc de Fischer à Rossignol. Exactement. Moi, en fait, j'ai une question toute simple. En fait, c'est quoi finalement les motivations de changer d'équipementier? Alors, il y a peut-être budget, argent, mais aussi peut-être côté technique aussi, j'imagine. Enfin, je sais pas. Ouais. Alors non, le financier n'a absolument pas joué là-dedans. Pour être clair, j'ai pas de souci là-dessus. Et justement, en fait, c'est par rapport à ma cheville. Moi, il y a une petite différence vraiment dans les skis, c'est que les skis Rossignol sont beaucoup plus directifs que les Fischer. Fischer a des qualités être plus facile à skier, peut-être. Et par contre, Rossignol sont peut-être un petit peu plus exigeants, mais ils permettent en fait d'être rentable sous le ski. Et moi, c'est ce que je recherchais. Un ski qui soit directif, un ski, je lui donne, mais il me donne. C'est un peu comme ça qu'on dit dans le jargon. Et c'est ce qui m'a motivé aussi principalement d'aller chercher chez Rossignol. Et puis vraiment ce côté aussi fracture.
on change. Je veux plus faire 4 ans comme je les ai fait. Je veux vraiment avoir une réflexion différente et une approche différente. Et ça passait aussi par un changement de ski, ouais. D'ailleurs, Rossignol qui s'est un peu pris pour le Paris Saint-Germain cet été, hein, parce que il y en a plein, ils ont fait beaucoup de transferts. Il y a eu gros mercato. Ouais, il y a un gros mercato là. Ouais, c'est ça, ouais. Là, il y a Emilia Claude qui est passé chez Rossignol, Stina Nilsson aussi, Francis Capreus. Ouais, voilà. Après, il y a côté français, période de ski, hein, il y a Ingrid Tendrevold qui est passée chez Salomon. Aussi, ça, c'est c'est Lisa sympa, qui est passée chez Salomon aussi. Ouais, oui, c'est vrai, oui. Ouais, non, mais après, c'est souvent les années olympiques. Ouais. Les contrats se terminent souvent après les années olympiques, c'est le moment de changer. Et voilà. En tout cas, ouais, Rossignol a agité le mercato estival là. Ouais, bon, on espère pour toi donc ça fonctionnera bien sur ces skis. On imagine que bon, tu les avais quand même testés en amont en fin d'hiver dernier peut-être. T'avais fait quelques tests. Oui. Ouais, voilà. J'ai fait les tests et si je suis passée sur Rossignol, c'est que j'étais persuadée que ça allait me faire gagner du temps et c'était une longue réflexion avec beaucoup de tests. C'était pas juste un test en fin de saison sur glacier de une demi-heure, quoi. C'était vraiment quelque chose qui était réfléchi et dont j'étais sûre, et je suis vraiment persuadée que ça va m'aider à gagner du temps l'an prochain sur les courses. Ok, bon, bah merci Caroline. Hein, maintenant, on va terminer. Alors, on a fini les questions, on va terminer comme d'habitude avec un petit jeu et je passe la main à Marine. Alors, un petit jeu normalement très facile. Donc, c'est juste en théorie. C'est juste, voilà, je vais te donner donc 2 propositions et puis tu choisis entre les deux celle que tu préfères. Donc, j'ai le droit à combien de jokers? Aucun. Une petite balle de pioche peut-être. Allez. Négocier des jokers tout de suite, c'est pas forcément. Je suis en école de management. Ouais. On donne une balle de pioche généralement, donc allez, c'est cadeau. Vas-y. On verra. Allez, tir couché ou tir debout? Debout. Ah oui, tout de suite. Debout. Direct. Pourquoi? L'instinct, l'instinct. Instinctif et voilà. J'adore le tir couché, mais je m'amuse plus dans le tir debout. Donc deuxième question. Alors, je ne sais pas si elle est facile ou pas. C'est titre olympique ou gros globe? Par rapport à moi, je dirais olympique. Olympique pour les émotions, ouais. Si je peux voir les deux, je le ferai, mais pourquoi pas même par rapport à mes qualités, hein. Enfin voilà, je suis quelqu'un qui va plus être sur une course d'un jour que sur une globalité de saison, et titre olympique. D'accord. Donc titre olympique. Après, celle-là elle est peut-être pas facile non plus. Plutôt relais ou course individuelle? J'ai jamais connu de relais, donc je peux pas trop dire en Coupe du Monde. Mais je dirais qu'une bonne performance individuelle amène à être performante en relais, donc ça va ensemble. Ah, je vois que c'est la première fois que c'est une première. Non, mais voilà. Non, mais en fait, pour obtenir un relais, il faut être performante individuelle, donc j'ai envie de faire une bonne performance individuelle pour pouvoir aller dans le relais. Et pour le moment, voilà, c'est comme ça que ça marche. Je l'ai pris par dans la continuité, quoi. Ouais. C'est une réponse. Ok, on valide quand même, mais ok. Bon. C'est une réponse pour dire j'ai envie d'intégrer le relais. Ouais. Voilà, c'est ça, ouais. Bon. Là, ça va venir plus dur, là, non? Oui, là c'est les plus durs. Moi, je sais pas si c'est les plus durs, mais c'est les questions gastronomiques. Donc, bon, on sait que tu aimes quand même bien boire du vin. dis-le hein. Non, si, je suis amatrice de vin. Que tu as un bon palais, un attrait pour l'œnologie. Non, mais c'est vrai que à nos âges, c'est moins répandu, il faut le dire. Donc c'est quand même donc voilà. Va au bout des choses. Vas-y, dis. Alors, plutôt Bourgogne ou Bordeaux? Bourgogne. Bah oui, mais non, oui, bah là, oui.
C'est une réponse chevine ou une réponse sincère? Sincère, non, vraiment, ouais. Et toi, Marine? Bourgogne. Bourgogne? Ok, ouais, bah, c'est chauvin ça, non? Je ne suis pas bourguignonne, à la base. Ouais, mais t'es plus du côté là que de... Oui. Et pas de vin sans fromage. Bon, là, c'est les fromages donc plutôt fondu, comtoise ou Mont d'Or chaud. Ah, fondu, large. Ah ouais? Ouais, non, le comté, franchement. Le comté, c'est la vie. Ouais, exactement, ouais. Ok, bon bah ça a été assez rapide quand même, hein. C'était une séance quand même... Oui, finalement, pas trop d'hésitation. Non, ça va. C'était un beau 5 sur 5. Ça va. Les balles sont sorties plutôt rapidement du canon. Exactement. Voilà, donc, la saison commence bien pour Caroline. Parfait. Ok, bon bah merci Marine pour le petit jeu. Bon bah c'est ainsi que se termine cet épisode, ce numéro. Merci Caroline d'avoir répondu à nos questions. C'était un vrai plaisir, franchement, on a bien discuté, c'était super intéressant de t'écouter. Je pense que nos éditeurs ont pris beaucoup de plaisir aussi à t'écouter. C'était. J'attends leur retour en tout cas avec impatience. Et puis s'ils ont le courage de regarder, d'écouter jusqu'au bout, mais ouais. Mais oui, on en a des fidèles en tout cas qui écoutent tout. Les fidèles sont habitués parce que ça dure généralement très longtemps avec nous, donc voilà Ok. Bah n'hésitez pas à me donner des retours en tout cas, ça me fera grand plaisir. Voilà, non mais en tout cas c'était vraiment chouette de t'avoir et de pouvoir discuter avec les athlètes. Franchement c'est toujours topissime. Bon encore merci Caroline. Donc on te souhaite donc une bonne bonne fin de préparation, en tout cas une bonne suite de préparation. Il reste encore quand même quelques mois, encore quelques stages, et on espère pour toi que tous tes objectifs seront validés, que tu pourras évoluer le plus longtemps possible sur la Coupe du Monde. Merci Marine encore de m'accompagner, comme toujours. De rien. C'est un grand plaisir. Et puis on se verra au Summer Tour, je pense, ouais. Oui. Marine ne sera pas loin, je pense, oui. Voilà. Et peut-être qu'on se verra aussi sur la Coupe du Monde. En tout cas, bon, toi, tu courras. Nous, on sera en bord de piste pour t'encourager. Donc voilà, on fera. Merci beaucoup en tout cas. Et puis bel été à vous aussi, belle fin d'été. Et puis à bientôt. Ça marche, ok. Bon bah merci à tous et on vous dit à bientôt pour un nouveau numéro de Biathlon en live. Allez, salut tout le monde. Ciao.